Donc, voilà, donc là, nous enregistrons. Donc, bonjour à tous. Alors, je voulais juste vérifier d'abord, est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que vous voyez bien le titre, les émotions et le management interculturel? Est-ce que l'un d'entre vous peut juste Oui. me... Oui, très bien, parfait. Alors, si vous pouvez tous aussi fermer vos micros, histoire de faciliter, enfin de rendre l'audition la plus confortable pour chacun. Alors, donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des émotions et de leur rôle dans le management interculturel et à partir du modèle que j'ai développé, qui est un modèle d'intelligence émotionnelle qui s'appelle Homo Emoticus et dont je viens de publier un ouvrage sur le sujet. Et donc, mon expertise depuis une douzaine d'années maintenant, hein, j'ai fait une thèse sur le rôle des émotions dans le gouvernement des hommes qui m'a amené à développer ce modèle. Et comme je le disais en préambule, j'ai beaucoup travaillé à l'international et d'abord à l'ONU et puis dans différentes autres organisations. Et j'ai été amené à aller sur tous les continents, en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, au Proche-Orient, en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est, enfin, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Enfin, je crois avoir été à peu près, à part l'Océanie, je crois avoir été un peu dans toutes les régions. Et donc, c'est sur ça aussi que se base le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est du biais culturel. Alors, le biais culturel provient du fait, alors le biais culturel est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se défaire de son biais culturel. Et je prendrai un exemple, là, ce que vous voyez, c'est un couple asiatique assis à une table d'un café en France. Et je veux illustrer ici une des premières fois, et c'était il y a plus de 20 ans maintenant, où j'étais en Corée du Sud, je vivais en Corée du Sud, et un collègue coréen me disait, c'est bizarre, j'ai été à Paris, et à Paris, dans les cafés, les chaises sont côte à côte face à la rue et non pas face à face. Et il avait trouvé ça bizarre. Il dit, c'est bizarre, vous ne vous mettez pas à la table face à face, mais vous vous mettez côte à côte et vous regardez la rue, en fait. Et voilà, et je me suis dit, bah là, il n'y a qu'un regard extérieur d'une autre culture qui peut prendre conscience de ce travers culturel, qui est qu'effectivement, nous, Français, nous aimons bien à la fois discuter, mais regarder les gens qui passent, voilà, et que c'est quelque chose de culturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement, il y a des choses, à la fois on ne peut s'empêcher de voir le monde à travers sa propre culture, mais on est aveugle à ce regard, à cette manière d'être qui est spécifiquement celle de notre culture. C'est des choses qu'on ne peut pas remarquer de nous-mêmes parce que pour nous, c'est normal, c'est totalement naturel, c'est une pratique culturelle que nous avons tous en France, mais il faut un regard extérieur pour noter qu'elle est justement culturelle. Et donc, nous avons effectivement une vision spécifique et dont on ne peut se défaire. Et ce qu'elle produit comme premier inconvénient, enfin, dans un environnement interculturel, c'est que l'on interprète toujours le comportement d'autrui du point de vue de sa propre culture. On ne peut pas, on peut pas faire autrement. Là, je prends un exemple qui m'est arrivé quand je vivais à New York. C'est par exemple la pratique du hug. Et la pratique du hug qui est tout à fait naturelle dans le contexte américain, mais quand on arrive d'un contexte français et qu'une femme vous prend dans ses bras à la fin d'une conversation, vous pouvez imaginer un certain nombre de choses, mais parce que vous interprétez cette marque d'affection d'une autre manière que la manière dont il faut l'interpréter, parce que vous l'interprétez par rapport à vos propres codes sociaux. Je donnerai un autre exemple, parce que je vous disais, j'enseigne au Brésil, et une amie brésilienne me disait, quand j'étais à Paris, je souriais dans les métros, et à ce moment-là, les garçons me demandaient mon numéro de téléphone. Et évidemment, parce que, voilà, et donc elle disait, c'est quand même bizarre, qu'il me demande mon numéro de téléphone, et évidemment, c'est parce que le comportement est interprété à l'aune de la culture française, et effectivement, une femme qui vous sourit dans le métro, ça peut être perçu comme une forme d'invitation,
Et donc, je disais, bah oui, il faut faire attention parce qu'effectivement, en France, il peut y avoir une interprétation différente du sourire. Elle disait, mais moi, c'est normal, on sourit. Effectivement, oui, il y a des cultures où on sourit plus et on sourit beaucoup. En France, on sourit beaucoup moins. Et du coup, ça peut créer des malentendus parce que tout le monde évalue le comportement des autres à l'aune de sa propre culture et à l'aune de ses propres codes. D'où ce biais culturel d'interprétation dont on n'arrive pas à se défaire. Et ça me fait penser évidemment à cet ouvrage dont certains peut-être le connaissent, qui est un ouvrage d'abord pour expliquer que les hommes et les femmes raisonnent et se comportent différemment. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et on peut penser ce qu'on veut de ce livre de John Gray. En tout cas, il a le mérite de montrer qu'on n'arrive pas à se défaire de sa grille, c'est-à-dire qu'un homme raisonne comme un homme et il interprète le comportement féminin à partir de son propre système de référence, et inversement pour les femmes. Et d'où les problèmes d'incompréhension. Et donc, une culture, c'est un peu… voilà. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé, et peut-être ça vous est arrivé aussi. Je me souviens de mes premiers voyages et de ma première expatriation qui était en Corée. J'avais vraiment l'impression d'arriver sur une autre planète et de ne pas être acclimaté à cette planète parce qu'il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas autour de moi. Et donc, par sa culture, on est complètement adapté à un environnement socioculturel, et dans les autres, on est un peu perdu et on n'a pas les codes, et on interprète en plus tous ces codes à l'aune de ses propres codes, ce qui n'est évidemment pas toujours une bonne chose. Et de ce fait, en plus, ces biais culturels irréductibles nous empêchent finalement de percer le mystère des autres cultures. Et il y a une rencontre qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'était avec l'abbé François Ponchot, que j'avais rencontré en Corée, au Cambodge, pardon. Et c'était quelqu'un, et c'était dans les années 2000, et ça faisait déjà 40 ans qu'il vivait au Cambodge, et donc immergé complètement dans la société cambodgienne, parlant parfaitement le khmer, puisqu'il a traduit la Bible en khmer, et qu'il avait été notamment l'interprète de François Mitterrand quand François Mitterrand était venu au Cambodge. Et il m'avait dit cette phrase que j'avais notée: je vis au Cambodge depuis plus de 40 ans et je ne comprends toujours pas les Khmers, ils me surprennent toujours, leur manière de se comporter demeure pour moi un mystère. Et je me suis dit, bon, bah alors, si quelqu'un qui vit complètement immergé dans une culture, on connaît bien la langue, très très bien la langue, au point de pouvoir traduire, vous voyez, la Bible en khmer, est toujours surpris du comportement des Khmers, c'est donc effectivement, comment peut-on imaginer percer le mystère des autres cultures? Il y aura toujours une part de mystère qui nous échappera dans notre interprétation, notre compréhension du comportement des autres. Alors, il y a peut-être des cultures qui sont plus ou moins complexes ou plus ou moins difficiles à pénétrer, mais alors, à moins que la culture khmer soit particulièrement difficile à pénétrer, ce que je crois d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une culture assez difficile à pénétrer, en tout cas du point de vue d'un regard occidental. Mais voilà, donc c'est cette irréductibilité du biais et le fait qu'il faut accepter que de toute façon, nous ne comprendrons pas toujours. Il y aura toujours une part qui nous échappera. Donc ça, c'était le biais culturel. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la différence culturelle. Alors cette différence culturelle, comment on peut l'appréhender? Et je crois que… Alors, pour moi, la personne dont je vous recommande vraiment chaudement la lecture et de vous intéresser, peut-être certains le reconnaissent déjà, ceux qui connaissent un peu l'Asie du Sud-Est. Alors voilà, c'est peut-être déjà une première énigme pour vous. Dans mes séminaires, j'aime bien parler de lui et essayer de découvrir. Là, si ceux qui ont voyagé, qui reconnaissent ce pays, peuvent davantage découvrir son identité. Voilà, donc ça, c'est ce pays aujourd'hui. Donc, il s'agit en fait de Singapour, hein, et c'est Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, pour moi, est, je dirais, la référence en termes de management interculturel. Au-delà de tous ces professeurs qui ont pu écrire des bouquins de management interculturel, lui, il a gouverné un pays qui était multiculturel, c'est-à-dire Singapour, avec 75% de Chinois, 15% de Malais, 10% d'Indiens et 5% de différentes minorités. Et ces gens-là devaient vivre ensemble, cohabiter sur une île qui s'appelle Singapour.
et avec justement des différences culturelles gigantesques et aucun sentiment d'appartenance à une communauté commune. Or, le travail de Lee Kuan Yew en 30 ans de gouvernement, c'est d'avoir réussi à créer une identité singapourienne, c'est-à-dire aider ces différentes communautés à transcender leurs différences et à adhérer à une identité singapourienne. Et justement, je vais vous passer un petit extrait d'une conférence qu'a donnée Lee Kuan Yew à la fin finalement de sa vie, au milieu des années 90, où il décrit, je crois, très très bien quels sont les points justement d'achoppement et les obstacles à la vie dans un environnement interculturel. Je vous laisse écouter ce passage. When I set out my Singapore dream, I was a young man of 20 plus, working with the unions from 1952. It was for a democratic society, clean, vibrant, by united people, all regardless of race, language, and religion. And those words mean very powerful forces at work. Don't believe it's just 3 words: race, language, and religion. They are deep emotional tools that tugs you and makes you do things your common sense tells you should not be doing. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu entendre ou lire cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous... Oui. C'est très clair au niveau du son et de l'image. Très bien au niveau du son, d'accord. Donc, en fait, ce que dit Lee Kuan Yew, c'est qu'il y a trois différences culturelles majeures qui peuvent justement créer des barrières culturelles, et donc créer des émotions très très fortes et créer ce qu'il appelle effectivement de l'irrationalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions, des surréactions émotionnelles et qui vont nous faire des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire parce que justement on tient profondément à ces choses. Et ces 3 choses sont précisément effectivement, alors il utilise le mot de race, voilà, c'est un mot évidemment miné, il faut évidemment faire attention quand on l'emploie, race ou ethnie. Enfin, on verra qu'effectivement, quand même, les deux ont 2 accès. Enfin, les deux sont des dimensions, malheureusement, enfin, qu'on le veuille ou non, qui entrent en ligne de compte, justement, dans un environnement interculturel, c'est-à-dire la couleur de peau, ou le phénotype, ou la race, bon, avec ce que ce mot peut véhiculer d'ambiguïté, l'ethnie. Mais disons qu'il insiste sur ces trois dimensions, ethnie, langue et religion, puisque vous aviez 75% de Chinois, donc des Chinois, qui parlent justement le chinois, et encore même des dialectes, certains dialectes chinois, et qui ont une religion bouddhiste. Et puis vous aviez 15% de Malais qui parlent malais et qui sont musulmans. Et puis vous aviez 10% d'hindous qui sont indiens et qui sont hindous et qui parlent hindi. Et puis vous aviez des chrétiens, une minorité blanche. Et donc vous aviez un État multiethnique, multiconfessionnel et multilinguistique. Et effectivement, ces trois dimensions sont évidemment à prendre en compte. Elles sont constitutives d'une culture. Une culture a d'abord évidemment une base ethnique. Elle définit effectivement un sentiment d'appartenance, une communauté d'appartenance et un système de solidarité. Donc, il y a une base biologique. Effectivement, il y a un corps. La première chose que l'on voit, effectivement, c'est l'ethnicité de quelqu'un et voir sa race, c'est-à-dire sa couleur de peau, et que c'est déjà un signe de différenciation qui peut créer justement des difficultés dans un environnement interculturel. Et il y a la langue, évidemment, les barrières linguistiques. On ne parle pas la même langue, donc il va falloir pouvoir communiquer soit avec une langue tierce, soit il va falloir trouver un moyen de communiquer dans une de nos langues. Enfin, il va falloir qu'on apprenne la langue. Et puis, il y a les différences de religion. Donc, la langue, évidemment, c'est ce qui façonne l'esprit, c'est ce qui nous donne notre manière de penser, nos manières de formuler nos pensées et aussi notre manière de communiquer. Donc,
Voilà. Et donc, on est dans une culture, on est aussi des colocuteurs. On a cette capacité à pouvoir échanger et à penser de la même manière parce qu'on utilise les mêmes mots et on a le même langage. Donc, évidemment, la langue, c'est fondamental pour déterminer une culture. Et puis, il y a la religion, qui est ce système de croyances et de valeurs, qui nous donne un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde et des rapports humains, ce que les Allemands appellent une Weltanschauung, c'est-à-dire oui, c'est ça, une vision du monde. Et donc, la religion est constitutive de ce paradigme. Et bon, là, je vous donne quelques références. Alexis de Tocqueville qui explique que le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir les hommes. Et on n'habite pas un pays, on habite une langue, une patrie, c'est cela et rien d'autre. Ça, c'est Émile Cioran, c'est pour vous donner des auteurs qui ont beaucoup insisté sur le rôle de la langue comme constitutive d'une culture. Et la religion, bon, il y a cette fameuse phrase d'André Malraux, la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc, ces trois éléments, la culture ne s'arrête pas à ces trois éléments, malgré tout, ce sont trois éléments très importants et qui sont fondateurs de la différence culturelle et que l'on doit, comme le dit Lee Kuan Yew, prendre avec beaucoup d'attention parce qu'ils peuvent susciter, ces différences ethniques, linguistiques et religieuses, des émotions exacerbées. Alors, évidemment, la religion, ce n'est pas que ça, mais parce que donc, alors, il y a ce que s'appelle l'iceberg. Moi, je ne le trouve pas très, très bien conçu, cet iceberg, mais effectivement, je dirais qu'il a l'intérêt de montrer qu'il y a des parties visibles de la culture et puis des parties qui sont invisibles et qui sont plus profondes et plus importantes. Alors, d'ailleurs, je ne mettrai pas le langage, moi, justement, dans la surface. Évidemment, il est à la surface, mais il informe tellement la pensée et la manière de penser que c'est aussi de la deep culture. Donc, évidemment, il faut aller au-delà du folklore d'une culture. Évidemment, c'est une gastronomie, c'est de la musique, c'est un art de vivre. Voilà, mais évidemment, tout ça, c'est ce qui est visible. Mais il faut aller plus fondamentalement dans la compréhension, on va le voir justement, de la religion, donc du système spirituel qui est sous-jacent à une culture, et puis la connaissance de la langue qui, évidemment, nous permet vraiment de nous immerger dans… attendez, il y a peut-être quelqu'un qui… voilà, pardon, je fais entrer quelqu'un. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans la culture. Malgré tout, je pense que les points de vigilance, ce sont ces trois points que l'on doit vraiment avoir en tête pour comprendre où se fait la différence culturelle et où elle peut justement créer des émotions à la fois, mais justement, la différence pouvant créer des émotions négatives. Alors, il faut aussi, et justement, ces points-là sont confirmés par le fait, ce que j'appelle les lois de l'attraction culturelle, c'est-à-dire la couleur de peau, l'ethnie, la langue et la religion. On peut constater dans un environnement interculturel qu'elles créent des tropismes. Des tropismes, c'est-à-dire des orientations spontanées vers l'autre. Et dans un environnement multiculturel, ces tropismes culturels s'observent, c'est-à-dire qu'on va aller vers les gens qui ont la même couleur de peau, qui ont la même ethnie, qui parlent la même langue que nous ou qui ont la même religion. Donc, de toute façon, ce sont effectivement des forces d'attraction entre personnes qui les partagent. Donc, et qui créent justement spontanément une connexion, une confiance, une solidarité et une unité dans un contexte interculturel. Parce que donc le tropisme fonctionne sur le mode du qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire qu'on va d'abord spontanément vers les gens qui nous ressemblent et du coup, parce qu'on reconnaît des caractéristiques que l'on partage et que l'on a en commun et qui nous rassurent évidemment et qui nous créent une base de sécurité parce que voilà, on imagine que ce sont un peu des personnes refuges dans un environnement interculturel. Alors, je donnerai plusieurs exemples pour les avoir vécus. Quand j'ai fait une formation à Harvard, quand on a été alloué dans les différents appartements, Harvard a mis les gens moi, on m'a mis avec un Espagnol. On ne m'a pas mis avec un Indien ou un Chinois. C'est-à-dire que la répartition a été faite pour faciliter, évidemment, la cohabitation quotidienne
j'avais constaté que l'administration avait alloué les gens dans les différentes maisons en fonction des appartenances à des aires culturelles pour faciliter évidemment la bonne harmonie. C'était plus facile d'être entre Européens, et puis il y avait une maison où il y avait des Asiatiques et ainsi de suite. Donc, on choisit par facilité, mais aussi pour rendre les choses plus simples, de tenir compte de ces dimensions. Et quand j'ai fait une école de théâtre à New York, où c'était aussi un environnement très international, j'ai constaté que voilà, dès qu'on sortait des cours, les Européens allaient ensemble, mais aussi il y avait les Afro-Américains avec les Africains allaient ensemble. Donc, qu'est-ce qui les reliait, si ce n'est le sentiment d'avoir la même couleur de peau? Les Américains, les Anglo-Saxons sortaient ensemble. Il y avait ces tropismes et qui sont naturels, je veux dire, c'est-à-dire qu'on va directement d'abord. Et voilà, on était 3 Français dans l'école, et évidemment, à chaque fois qu'on se croisait, et évidemment, 3 Français qui se réunissent, qui se retrouvent dans un environnement complètement interculturel, on sympathisait et on se voyait en dehors des cours. Quand j'étais à l'ONU, je constatais aussi, à l'heure du déjeuner, ce qu'on voyait, c'est que là, c'était un tropisme linguistique, c'est-à-dire qu'on voyait les francophones aller déjeuner ensemble, les hispanophones aller déjeuner ensemble, et les anglophones aller déjeuner ensemble. Je ne dis pas que c'était systématique, mais c'était quand même très courant, et effectivement, là, c'est le Serpent, c'est le bar au Palais des Nations, on voyait quand même des groupes culturels qui se créaient par des points communs. Soit c'était la langue, c'était souvent la langue d'ailleurs. Donc la langue aussi, quand on rencontre quelqu'un qui parle la même langue que nous, tout de suite, ça crée évidemment une affinité. Et c'est un tropisme, un des tropismes culturels qui passe par la langue. Et j'ai vécu en Suisse, et c'est intéressant de voir que la Suisse est un pays multilinguistique, il y a 4 langues, et qu'en fait, les marchés du travail sont cloisonnés, c'est-à-dire que les francophones restent en Suisse francophone, et vivent et travaillent en Suisse francophone, les germanophones dans la partie germanophone, les Italiens dans la partie italianophone, et les romanches aussi. Autrement dit, ça crée une barrière même à la mobilité, puisque ces marchés du travail sont cloisonnés, parce que c'est la langue qui crée finalement la communauté. Alors, l'impact émotionnel de la différence culturelle. Alors, justement, Lee Kuan Yew a commencé à en parler, et effectivement, ça crée des émotions. Cette différence culturelle, suivant comment on va la percevoir. On peut la percevoir comme un danger, et donc on peut en avoir peur. Ça, c'est un premier impact émotionnel possible. On peut la voir comme un obstacle. On peut se sentir complexé par rapport à cette différence culturelle, et on peut en ressentir de l'envie. Ou on peut la percevoir comme une perfection. On admire cette différence culturelle, ou certains aspects de cette différence culturelle. Par exemple, certains admirent le français ou l'italien parce qu'ils les trouvent très chantants, très musicaux, donc ils admirent la langue française ou la langue italienne. Donc on peut admirer un aspect d'une culture, ou toute la culture évidemment, ou on peut en avoir de la gratitude et la percevoir comme un don, quelque chose qui nous a apporté, qui nous a nourris, et qui nous a permis qui nous a permis de nous grandir, et qui nous a permis de nous façonner. Donc évidemment, on peut percevoir, et suivant comment on va percevoir cette différence culturelle, on va avoir des émotions positives ou des émotions négatives. Et toute la difficulté, le défi, c'est de percevoir la différence culturelle non pas comme un danger ou comme un obstacle, mais de le percevoir comme une perfection ou comme un don, c'est-à-dire admirer cette différence et en ressentir de la gratitude de pouvoir en bénéficier, plutôt qu'évidemment en avoir peur ou d'envier cette différence culturelle. Alors, les bruits culturels, justement, cette différence crée ce qu'on appelle du bruit culturel. Alors, en management interculturel, c'est tous les obstacles que crée finalement cette différence culturelle. Et effectivement, alors là, j'ai rajouté race à ethnie, parce que malgré tout, j'étais dans des pays où le phénotype ou la race joue un rôle à la fois dans le sentiment d'appartenance à une culture, ne serait-ce qu'en Amérique du Nord. Voilà, les Noirs ont l'impression d'avoir leur propre culture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir la culture noire? Mais ça existe. Donc le phénotype peut un sentiment, peut créer un sentiment d'appartenance à une culture. L'ethnie, évidemment,
la langue et la religion. Et alors, la difficulté, c'est que c'est comment on peut, en général, la race et l'ethnie peuvent créer des préjugés. Alors, qui peuvent être négatifs ou positifs d'ailleurs. Hein, on peut, donc la difficulté, c'est que ça peut créer des préjugés, et la langue et la religion peuvent créer plus des incompréhensions. Alors, ces quatre bruits culturels, il faut avoir conscience qu'ils jouent toujours un rôle. Là, je montre une école américaine qui est multiraciale, mais malheureusement, vous le savez peut-être, en ce moment, il y a une reségrégation raciale des écoles, et aux États-Unis, il y a une reségrégation sur une base noir-blanc, notamment dans le sud des États-Unis, où il y a de plus en plus d'écoles pour les blancs et des écoles pour les noirs. Donc la couleur de peau, malgré tout, joue un rôle dans la perception, dans la perception d'un bruit culturel et d'une différence culturelle. Moi, j'ai été en Éthiopie, et l'Éthiopie est un pays qui est en train de d'éclater sur une base ethnique. Là, vous avez les principaux groupes ethniques, les Amaras, les Afars, les Oromos, les Somalis et les Tigréens. Et en ce moment, le pays est en train d'éclater parce que chaque ethnie veut créer et considère avoir sa propre culture et veut créer un État sur une base purement ethnique. Et là, le clivage linguistique, là je prends l'exemple du Cameroun, où la partie, vous voyez la zone rouge pastel, c'est la partie anglophone du Cameroun. Tout le reste du pays est francophone. Et cette partie-là veut faire l'indépendance, veut faire son indépendance. On pourrait prendre l'exemple de la Catalogne aussi, où depuis les années 80, où on a revitalisé la langue catalane, la Catalogne maintenant veut faire sécession et veut devenir un pays en tant que tel et s'émanciper de l'Espagne. Donc la langue est vraiment constitutrice d'une identité et peut amener à une différence qui peut amener même jusqu'à un séparatisme et à vouloir se constituer dans une culture à partir d'une langue. Là, je prendrai l'exemple de la Yougoslavie. Là, c'est des différences plus confessionnelles, où vous avez effectivement la Yougoslavie a éclaté sur des bases confessionnelles entre des musulmans, des orthodoxes, des catholiques. Ça a évidemment été un des facteurs de division de ce pays et de vouloir se constituer sur une base ici là religieuse. Alors, les différences culturelles génèrent donc des bruits culturels qui vont amener un certain nombre de difficultés dans le travail. C'est des incompréhensions, des malentendus, et du coup, après, des manques de communication, des manques de coopération, manque de confiance, manque d'harmonie, plus de perte de temps aussi pour discuter, négocier, plus de conflits, plus d'erreurs. Donc, effectivement, d'un certain point de vue, on peut constater pour les entreprises des surcoûts et une moindre efficience et performance. Alors, il y a un documentaire que je vous invite vraiment très chaudement à voir si vous ne l'avez pas déjà vu, qui est sur Netflix et qui s'appelle American Factory, qui a été financé par Michelle et Barack Obama et qui montre l'implantation d'une usine chinoise aux États-Unis, dans l'Ohio, et donc la cohabitation de 1000 ouvriers américains et de 200 ouvriers chinois. Et c'est vraiment de ce point de vue-là remarquable parce qu'on voit toutes les difficultés de différence de langue, différences ethniques, différences religieuses et toutes les difficultés que ça peut poser à manager dans ce contexte. Alors, comment atténuer ces différences culturelles ? Précisément, je pense que la première, c'est évidemment la langue. C'est-à-dire qu'apprendre la langue de l'autre, c'est vraiment, d'abord, ça peut être vu, ça va être vu. Moi, dans tous les pays où j'ai été, j'ai commencé à apprendre la langue et déjà, ça crée une sympathie vis-à-vis de celui qui fait l'effort d'apprendre la langue du pays dans lequel il est. Apprendre la langue de l'autre, c'est toujours vu, évidemment, c'est flatteur, ça fait toujours plaisir et de voir que l'autre essaye d'apprendre à parler. Et toutes mes expériences, notamment en Asie, où j'apprenais les différentes langues, mais même quand j'étais en Tanzanie, j'apprenais un peu le swahili. Dès qu'on voit que vous essayez de parler la langue du pays, même si vous ne la parlez pas parfaitement et que vous ne savez que dire que quelques mots, déjà, ça vous crée un petit courant de sympathie et on voit que vous faites un effort de vous intégrer et de vous adapter. Et donc, apprendre, et évidemment, ça va faciliter la communication, ça va faciliter l'échange
Voilà, vous avez même créé de l'admiration. Moi, je sais, en Corée, quand je parlais, j'essayais de dire des choses en coréen ou de lire du coréen, puisqu'on peut apprendre aussi l'alphabet coréen, ça suscite l'admiration. Et donc, vous créez un climat déjà de bienveillance qui va faciliter la communication et ces échanges et le travail ensemble. Et donc, oui, là, j'ai cité 2 phrases, une de Charles Quint et une de Charlemagne. Autant on connaît les langues, autant de fois on est un homme. C'est que chaque langue est en soi, ce que dit Charlemagne, une âme. C'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière d'être. Donc, c'est très enrichissant pour soi et ça permet évidemment d'atténuer du coup la différence culturelle, puisque si je ne suis peut-être pas de votre ethnie, je ne suis peut-être pas de votre religion, mais si je parle votre langue, eh ben déjà, je comprends beaucoup de choses de vous et on peut communiquer dans votre langue maternelle. Et donc, apprendre la langue de l'autre, c'est évidemment, et c'est précisément ce qu'a fait Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, il a commencé, il parlait même pas le chinois parce que lui, il était de culture anglaise, c'est-à-dire que ses parents l'avaient envoyé à Cambridge et il avait appris, donc c'était un pur, sa langue natale, c'était l'anglais. Et il a commencé à apprendre d'abord le chinois pour parler avec 75% de sa population. Puis après, il a appris le malais et il prenait des cours pour pouvoir parler à chacune des communautés dans leur langue. Et c'est comme ça qu'il a pu tisser de la confiance avec eux, être capable de s'exprimer dans la langue de son interlocuteur, va créer de toute façon un climat de confiance et va abaisser énormément de barrières de communication. Donc, c'est exactement comme ça que Lee Kuan Yew a pu gagner la confiance des différentes communautés, c'est en apprenant à parler leur langue, en faisant l'effort de à leur parler dans leur langue. Et moi, pour l'avoir fait un peu quand j'étais en Corée, à partir du moment où on commence à apprendre la langue, là on est à Séoul, on commence à voir aussi comment les gens pensent. Parce que par exemple, une des expressions qu'utilisent beaucoup les Coréens, c'est urinara. Urinara, ça veut dire notre pays, notre pays. Mais ce qu'on comprend quand on commence à apprendre le coréen, c'est qu'on dit notre. On ne dit pas qu'est-ce que vous pensez de mon pays, mais on dit qu'est-ce que vous pensez de notre pays. Ou on dit notre équipe, notre pays. On est dans le nous. Et donc, on commence à aussi percevoir la manière de penser d'un peuple et d'une culture, c'est que on part du nous et pas du je. Donc, aussi, on commence à rentrer dans ce que Hofstede appelle le logiciel de l'esprit, donc il y a un auteur d'anthropologie et qui utilisait beaucoup en management interculturel, c'est qu'effectivement, en apprenant la langue, on commence à comprendre comment les gens pensent, parce que, évidemment, la langue est façonnée par la culture et la culture façonne la langue. Et puis la religion, voilà, c'est un exemple que donne notamment Erin Meyer dans son livre Culture Map, mais on aurait pu en prendre d'autres. Si connaître mieux la religion et la spiritualité de l'autre, et elle cite ses PDG, si vous parvenez à comprendre qu'un multimillionnaire indien peut attendre patiemment pendant des heures dans une file d'attente dans l'espoir d'échanger quelques mots avec un homme à moitié nu sous un arbre, alors vous comprendrez mieux l'Inde. Et évidemment, si on veut faire des affaires en Inde, si on veut manager des Indiens, il faut évidemment essayer de comprendre un peu quelles sont leurs spiritualités. Et donc, deuxième aspect, apprendre la langue, connaître mieux la religion et la spiritualité de l'autre, ça va nous aider dans nos échanges et dans le management. Et puis troisième conseil, c'est l'imitation culturelle. Alors là, évidemment, j'ai pris un peu par joke, enfin par plaisanterie, cette photo où on voit Donald Trump qui fait la danse du sabre en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'à Rome, faisons comme les Romains, c'est-à-dire cette capacité à imiter. Enfin, on doit arriver à se plier un peu aux différences culturelles, c'est-à-dire imiter les pratiques culturelles quand on est dans le pays, accepter voilà, et là il a accepté de faire cette danse. Donc si Donald Trump peut se plier à adopter ou à participer à des rites ou à des pratiques culturelles, ça veut dire qu'à peu près tout le monde devrait avoir cette capacité d'adaptation. On est aussi capable, justement, et ça fait évidemment plaisir, et ça a dû faire plaisir aux Saoudiens, qu'ils se prêtent à cette danse et qu'ils la pratiquent comme tous les autres. Alors, après, évidemment, il y a 4 principaux, je dirais, scénarios du management interculturel qui correspondent à 4 situations où, évidemment, on doit manager différemment. La première, c'est le management d'une minorité culturelle, parce qu'il y a
dont vous managez, et dans votre équipe, il y a une petite minorité où il y a une personne, donc par exemple expatriée dans une entreprise étrangère. Et donc là, le travail du management, ça va être effectivement de protéger cette minorité éventuellement, mais aussi de voir s'il est possible de leur donner des cours de langue, la langue et des cours de religion, enfin connaître l'environnement religieux du pays dans lequel ils sont. Et ici, évidemment, je dirais l'adaptation, elle se fait d'abord du côté de la minorité, parce que, évidemment, quand vous êtes dans un autre environnement culturel, c'est plutôt à la minorité, évidemment, de faire une adaptation culturelle, de s'adapter à un environnement qui est majoritairement d'une autre culture. Donc ça, c'est un premier scénario de management interculturel. Le management d'une majorité culturelle. Alors, c'est typiquement, effectivement, l'exemple que l'on voit dans American Factory, c'est une minorité de Chinois qui gère une majorité d'employés américains. Et là, effectivement, c'est à la minorité de s'adapter. Donc là, en l'occurrence, c'est à ceux qui managent une majorité culturelle. Donc c'est aux Chinois de s'adapter, puisqu'ils sont aux États-Unis. Et c'est plus à eux de faire l'effort de s'adapter au fait qu'ils ont une majorité d'Américains à gérer. Et donc, ils doivent prendre aussi des cours de langue et de religion pour comprendre l'environnement américain. Donc ça, c'est un autre scénario. Le troisième, c'est le scénario auquel on pense toujours quand on pense management interculturel, c'est-à-dire un management multiculturel. C'est celui que j'ai connu à l'ONU, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité et de minorité puisqu'on est de tout bord. Il y a un Français, un Marocain, un Camerounais, un Thaïlandais, enfin voilà. Donc du coup, là je dirais l'adaptation culturelle, elle est générale. Chacun sait qu'il doit s'adapter puisqu'il n'est pas dans sa culture, ni en minorité ni en majorité, mais voilà, donc c'est, je dirais, l'environnement le plus facile en général pour le management multiculturel, puisque tout le monde sait que il doit s'adapter à des interlocuteurs qui sont de différentes cultures et que donc sa culture ne prime pas, et donc l'effort doit être fait. Et donc là, dans ce contexte-là, les tropismes culturels dont j'ai parlé apparaissent. C'est qu'effectivement, les gens vont naturellement vers les gens qui partagent la même langue, la même ethnicité ou la même religion. Après, il y a d'autres tropismes qui peuvent être liés justement à d'autres aspects, mais qui ne sont pas forcément culturels. Mais il y a ces tropismes culturels. Et donc là, la difficulté dans ce management, c'est la clarté dans la communication pour le manager, pour être sûr d'être bien compris par les différents membres de son équipe qui appartiennent à des cultures différentes. Et enfin, il y a un quatrième type de management, c'est le management biculturel, où là, c'est deux équipes, notamment deux entreprises qui fusionnent. Et donc là, on est à parité. Donc, par exemple, la fusion Renault-Nissan, où là, l'adaptation, elle doit être bilatérale. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire les Français devaient s'adapter aux Japonais et les Japonais aux Français. Et évidemment, là encore, je dirais les cours de langue et de religion sont aussi des choses importantes pour comprendre la culture française, la culture japonaise, et essayer évidemment au maximum d'atténuer ces différences en idéalement étant capable de parler la langue. C'est-à-dire si un manager français va au Japon, il faut nécessairement qu'il prenne des cours de japonais. Ça me paraît, et qu'il comprenne l'environnement spirituel et religieux japonais. Ça lui donnera une meilleure compréhension des hommes qu'il aura à diriger. Et alors, malgré tout, malgré ces différences, c'est justement là, j'arrive et je vois, j'ai été un peu plus long que je ne le pensais, excusez-moi. Les lois de l'attraction. Alors, malgré tout, il y a une autre manière quand même. Il y a justement une manière de transcender les cultures, c'est par les émotions partagées. C'est que les émotions sont universelles. Alors, les émotions, maintenant, on sait par des travaux, notamment d'Ekman, que les émotions sont préprogrammées par la nature et qu'on peut les reconnaître dans tous les continents. La surprise, le mépris, la tristesse, la joie, le dégoût, la colère, la peur sont des émotions universelles. Donc là, on est sur une grammaire universelle sur laquelle on peut s'appuyer. Et moi, dans mon travail, j'insiste plutôt sur 4 émotions: la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude. Ça, c'est le modèle Homo emoticus. Et pourquoi ce modèle est à la fois, je dirais, ces émotions sont importantes et elles sont universelles, puisque je l'enseigne maintenant, je l'ai déjà enseigné maintenant dans une trentaine de pays,
et je n'ai rencontré aucune résistance culturelle parce que ces 4 émotions renvoient à 4 expériences très importantes et à 4 expériences limites qui fondent notre condition humaine. D'abord, c'est la mort, donc la peur et le danger. C'est le danger, donc la mort, qui est signalée par la présence du danger. Les obstacles créent l'envie et signalent l'existence de nos limites. Et l'envie, c'est quelque chose que l'on observe dans toutes les cultures, hein, donc l'envie au sens de jalousie, hein, c'est-à-dire être envieux de ce que les autres ont. La beauté et puis l'amour, donc ils sont signalés par la perfection qui active l'admiration et le don qui active la gratitude. Là, on a des expériences, je dirais, phénoménologiques et aussi, c'est ce que j'appelle les 4 points cardinaux de l'existence. Là-dessus, donc, on peut se baser, on a une grammaire émotionnelle qui est commune et on sait que c'est des émotions sur lesquelles on peut travailler parce qu'elles existent dans toutes les cultures. Parce qu'elles renvoient à ces soucis de soi, de conservation de soi, d'estime de soi, d'idéal de soi et de don de soi. Bon, si vous voulez en savoir davantage là-dessus, évidemment, je vous renvoie à mon livre ou à d'autres séminaires, mais ce n'est pas le but ici, c'est à partir de ces émotions, il va falloir essayer de créer une communauté émotionnelle. Qu'est-ce qui peut transcender la culture? C'est qu'on arrive à partager des émotions. Et donc, il va falloir multiplier les temps de partage et de mise en commun pour justement créer des liens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir son micro d'ouvert? Si vous pouviez vérifier que vos micros sont bien éteints, parce qu'il y a des bruits parasites, je crois, qui s'immiscent dans la présentation. Donc, comment on va créer une communauté? On va créer une communauté. Il va falloir créer des moments de joie, partager des moments de joie. C'est ça qui crée un sentiment d'appartenance et qui crée une communauté émotionnelle et qui crée du lien. Donc, il faut pouvoir multiplier les occasions de rire, d'avoir des moments heureux, mais aussi partager les tristesses, c'est-à-dire les épreuves, qu'elles soient de l'ordre de la vie privée ou de la vie des équipes. Plus on va vivre des émotions ensemble et plus on va être soudés parce que soit on partage les mêmes plaisirs, soit on partage les mêmes peines. Et c'est là aussi où on peut créer de la cohésion qui dépasse les cultures. Alors, on peut aussi partager des passions communes. C'est pour ça qu'il faut rechercher ce que j'appelle les affinités électives, c'est-à-dire tous les objets d'admiration qui pourraient justement nous aider à dépasser notre culture pour créer, en ayant des objets d'admiration en commun. Donc, par exemple, bon, là, évidemment, je prends l'exemple du foot. Si on aime le foot, on peut parler foot. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est trouver tous les points communs, c'est rechercher des points communs. Alors là, ben voilà, on a des enfants en bas âge, on est parents. Toute forme de points communs peut créer une complicité, une connivence et peut donner l'occasion justement de partager des moments de joie ou de tristesse ou de partager des passions. Et tout ça, évidemment, va créer une communauté émotionnelle qui permet justement de transcender nos différences culturelles. Et moi, je l'ai observé dans beaucoup d'activités que je faisais à l'ONU. Par nos activités, on peut, personnel, créer justement une communauté émotionnelle. Alors après, il y a tous ces instruments de partage qui existent dans le management d'équipe qui y participent. Donc les rites, là je prends le rite de Walmart, voilà, qui est un groupe, une multinationale, mais on voit, si on a des pratiques collectives ensemble, évidemment, ça peut créer de la cohésion entre nous. Donc, différents types de rituels, soit des cérémonies quotidiennes, soit les cérémonies d'intégration, cérémonies de récompense, les fêtes. Tout ça sont des occasions d'avoir des émotions en commun, les repas en commun. Donc, tout ça, c'est évidemment des moyens qui sont très usités, hein, les after-work, parce que justement, elles permettent de créer des temps de partage et des émotions d'admiration et de gratitude mutuelle qui vont créer du lien et qui vont nous permettre de transcender nos différences. Faire des loisirs ensemble. Moi, quand j'étais à Taïwan, voilà, je m'étais mis à faire du tai chi. Et donc, évidemment, ça permet de créer… Quand j'étais en Corée, je jouais au ping-pong avec mes collègues coréens, ou j'allais au kativi, c'est-à-dire des endroits où on chante. Enfin, c'est un karaoké, quoi, ces endroits. Donc, évidemment, il faut s'adapter. En Corée, si vous ne savez pas chanter, vous êtes mal. Hein, je veux dire, vous allez nécessairement être amené
un devoir à un moment donné à aller chanter dans un karaoké. Donc voilà, et ça, c'est des moments où justement on peut créer des liens affectifs. Alors, les qualités, je terminerai là-dessus, les qualités humaines à cultiver du coup pour être dans un environnement, je dirais, interculturel, ben, voilà, moi, c'est celle qui me semble la patience. C'est sûr que si vous n'êtes pas patient pour écouter, prêter attention aux détails et accepter de perdre son temps, parce qu'on va en perdre plus, parce qu'il y a plus à expliquer ou il y a plus de temps pour comprendre des choses. Il faut de la patience, il faut de l'empathie pour se mettre à la place des autres, il faut de la tolérance, évidemment, pour reconnaître d'autres manières de faire, de penser, et pour respecter l'identité des autres. Il faut de la curiosité, il faut être curieux, et c'est déjà une bienveillance et un don qu'on peut faire aux autres, c'est être curieux de sa culture, curieux de sa langue, de sa religion, de son histoire, et avoir envie d'en apprendre de nouvelles choses. Et enfin évidemment, de l'humilité pour accepter de changer sa manière de penser et de se comporter, pour ne jamais s'énerver aussi quand on ressent de la frustration, et pour rester calme et souriant en toutes circonstances. Voilà, c'était, je passe là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon livre, mais voilà, je m'arrête là. J'ai été déjà beaucoup trop long. J'arrête le partage, et je ne sais même plus si voilà, ça va, vous êtes à peu près tous encore là. Est-ce que certains voudraient me poser des questions ou attendez, je vais allumer parce que j'ai plus de lumière. Alors, je vous écoute, ceux qui veulent éventuellement me poser des questions ou me faire des commentaires ou des réactions à ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Je vous ai donné ma conception du management interculturel, enfin, évidemment, très rapidement, mais évidemment, il y a d'autres manières de voir les choses, hein. C'est mon regard personnel et à partir de mon expérience et de ma connaissance des émotions. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou veut poser des questions ou, Oui, moi je veux bien, Thierry. Oui, Virginie. Bonsoir à tous. Oui, moi j'avais une question parce que c'est vrai que alors moi j'ai eu l'occasion de travailler avec différents pays, différentes cultures. Alors pas autant que toi, hein, Thierry, mais et souvent il y a des cultures ou des nationalités où on a coutume de dire que on ne montre pas ses émotions, où on veut pas perdre la face, on veut pas, il faut pas montrer quand on est. Enfin, je veux dire, je pense aux États-Unis où on peut être très justement dans l'extériorisation, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions qui sont montrées positivement. Et moi, j'ai travaillé avec des Japonais où c'est assez différent. Enfin, je veux dire, comment tu est-ce que cet élément-là, qui est culturel, est-ce qu'il peut avoir un biais sur le langage émotionnel qui nous réunit tous et que tu mets en avant comme un moyen justement de transcender les différences? Oui, c'est une très bonne question, Virginie. En fait, effectivement, dans la littérature justement interculturelle, on parle de ce qui s'appelle pour les émotions le cultural display, c'est-à-dire l'affichage culturel. Ce qui va être différent pour les émotions sur le plan culturel, c'est l'affichage émotionnel. C'est-à-dire comment il y a un affichage culturel différent des émotions. Donc, il y a des émotions, il y a des cultures qui sont plus ou moins, qui laissent plus ou moins l'émotion s'exprimer. Alors, c'est intéressant, par exemple, il y a une étude qui a été faite avec des enfants hollandais et pakistanais sur les émotions. Et en fait, les parents hollandais reconnaissaient mieux les émotions sur les enfants pakistanais. Parce que dans la culture pakistanaise, les émotions sont plus grosses, sont plus expressives. Donc, effectivement, l'expressivité est différente, elle est régulée différemment selon la culture. Il y a des études qui ont été faites, on montre des Japonais et des Américains qui regardent le même film, c'est un film triste, les Américains pleurent, les Japonais ne pleurent pas, mais dès qu'ils sont tout seuls et qu'ils regardent le film, ils pleurent. Donc, parce qu'il n'y a plus le regard des autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas l'affichage. C'est l'affichage. C'est l'affichage qui culturellement est codifié et qui va faire que je ne montre pas. Par exemple, il y a aussi toute une polémique sur le fait que les Inuits ne se mettraient pas en colère. Parce qu'effectivement, il est interdit de se mettre en colère. Mais ça ne veut pas dire que… Mais précisément, comme il y a un interdit de se mettre en colère, c'est bien qu'ils sont colériques aussi. Ils ont de la colère. Si ce n'est qu'elle est fortement canalisée dans la culture inuite.
et que donc il est quasiment… donc effectivement, ça va être différent, mais ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas là et qu'elles ne sont pas sous-jacentes. Okay. Et du coup, je ne suis pas content, je vais sourire, mais en fait, vous m'énervez parce que je vais refuser de montrer. Mais l'émotion, elle peut être bien là malgré tout, même si elle n'est pas affichée. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que dans les cultures asiatiques, notamment la culture du face saving, du mianzi, ne pas faire perdre la face, ne pas perdre la face. Donc, du coup, on est en contrôle. Et effectivement, ça rend plus compliqué pour nous de percevoir les émotions. De rentrer en contact avec les émotions. Ouais. Oui, pour les percevoir. D'accord, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, Emma, c'est vrai que c'est mon métier aussi, la formation interculturelle, et j'ai aussi vécu plusieurs années au Japon, travaillé avec des Japonais beaucoup. Et c'est vrai que ce point-là, par rapport aux émotions, et notamment le lire, parce qu'il y a le côté linguistique, donc apprendre le japonais, c'est une chose, tout le côté non-verbal qui est présent dans la langue, en fait, la langue non parlée, la langue non-verbale. Et rajouter à ça, ne pas pouvoir décoder les émotions telles qu'on a l'habitude dans notre grille de lecture dont vous parliez au début, notre fameux perception. Ça, c'est parfois très difficile quand ce n'est pas un environnement qui favorise l'expression des émotions, de savoir ce qui se passe vraiment. Et entre Japonais, c'est beaucoup plus facile de lire l'émotion non dite, parce qu'il y a plein de signes qui sont détectés entre Japonais. Mais c'est vrai que dans ces collaborations interculturelles où on est avec des cultures qui ont tendance à moins encourager l'expression, surtout des émotions négatives, parce qu'il y a aussi, on peut masquer ou demander que ce soit sous contrôle, surtout dans le groupe, les émotions négatives, mais plutôt favoriser l'accès par les émotions positives et fortes pour ensuite avoir accès aux négatifs. Parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup ça au Japon, les fameux sas de décompression, où les tons, on peut connecter dans le positif. Ça permet de bâtir la confiance, mais aussi d'aller plus loin dans le fait de savoir ce qui ne va pas. Il faut d'abord commencer par ce qui va et puis être dans les célébrations dans ces moments-là pour ensuite aller éventuellement jusqu'à on va dire la partie immergée de l'iceberg des émotions négatives et de ce qui est exprimé en tout cas, ne serait-ce que par les mots, si c'est pas par les émotions, commencer par mais c'est très complexe et je sais pas s'il y a des études qui sont en cours, s'il y a on va dire des recherches croisées, que ce soit en termes de, je sais pas, de psychologie ou en termes de comparaison culturelle, de comment c'est vécu et vers quoi ça évolue. Je pense que ça change beaucoup. Le Japon d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui est très différent. Mais je pense aussi pareil pour la Chine, même si je sens beaucoup plus de libération des émotions en Chine qu'au Japon, dans ce que j'ai expérimenté. Mais voilà, donc ça m'intéresse de savoir où est-ce que ça en est. Est-ce qu'il y a des communautés qui parlent entre elles, des échanges en termes de recherche sur comment c'est en train d'évoluer avec ce multiculturalisme et ces échanges qu'on retrouve beaucoup. Oui, alors je pourrais pas te citer d'études en particulier, mais c'est vrai qu'il y a une évolution. On est tous maintenant influencés par beaucoup de choses. Malgré tout, donc il y a une évolution des manières de penser, des manières de faire. Maintenant, les 20 premières années sont toujours très déterminantes. Donc, on a quand même… qu'on a baigné dans une culture avec une langue, on est quand même fortement façonné par celle-ci, même si on arrive à s'ouvrir à d'autres. Je dirais que le biais, c'est ce dont je parlais tout au début, ce biais culturel, il va persister malgré tout, parce que c'est quand même le paradigme qui m'a été donné. Même si je m'ouvre à d'autres influences culturelles, ça va rester très prégnant, parce que c'est vraiment… c'est le système de valeurs dans lequel j'ai grandi. C'est un peu les lunettes que j'ai, malgré moi, déjà ne serait-ce que par la langue, et la formulation des choses, la désignation des choses, déjà façonne déjà ma manière de penser, puisque ma langue maternelle m'influence énormément. Je vois à la française, parce que je suis la langue, voilà, Charles disait c'est une seconde âme, c'est une âme, c'est-à-dire que je pense en français, je ne pense pas en japonais, et je ne pourrai jamais penser en japonais. En apprenant le japonais, je peux commencer à toucher du doigt la manière dont un japonais pense, mais il va falloir vraiment que je fasse un gros travail d'appréhension. Et au-delà de ça, moi, par exemple, je l'ai fait parce que j'ai vécu aux États-Unis et j'ai fait une école de théâtre, c'est aussi la prosodie d'une langue. Quand j'ai fait une école de théâtre, j'ai dû apprendre à retirer mon accent
et à vraiment essayer de parler comme les Américains. Et en parlant avec l'accent américain, en essayant de mettre la musicalité de la langue dans ma bouche, je perçois mieux comment un Américain ressent les choses. Il élargit les voyelles, et les voyelles, c'est des émotions, justement. Et nous, on fait des voyelles très courtes en français. On est très, très rationnel. Donc, je dis « Oh my God ». Je ne dis pas « Oh my God ». Voilà, bon. Donc, et quand on commence à dire « Oh my God », évidemment, on donne beaucoup plus de place aux émotions et ça ouvre. Et je compense un peu mieux à savoir pourquoi les Américains nous paraissent toujours too much en tant que Français, je dirais. Donc aussi, non seulement la langue, mais si on arrive à parler vraiment avec la langue, la musicalité de la langue, on commence vraiment à rentrer dans l'esprit profond d'une culture, parce qu'on comprend que c'est pas tout, pour nous, c'est too much pour un Français, mais c'est pas too much, parce que c'est leur manière d'être des Américains, c'est de laisser davantage les émotions s'exprimer dans leur manière de parler. Donc, et c'est cet effort-là qu'il faut faire pour mieux comprendre et mieux accepter aussi, ne pas justement dire c'est too much ou les Américains, ils sont trop ceci ou trop cela, parce qu'eux, ils ne nous voient pas assez ceci ou pas assez cela. Donc, voilà, c'est dépasser ces jugements qui sont ethnocentrés et apprécier ce too much américain comme étant, pour nous, évidemment, restera toujours un peu pour moi un too much. Quand je vois un Américain, c'est toujours un peu en fatigue. Mais comme j'ai vécu là-bas et que j'ai fait l'effort d'essayer, je l'accepte pleinement. Je ne suis pas dans un jugement de valeur en me disant il en fait trop, ou il surjoue. On a l'impression que, d'un point de vue français, on a l'impression que les Français, que les Américains, voilà. C'est des clichés, mais c'est très souvent ce qu'on perçoit. Donc, la musicalité convoit quelque chose de la manière d'être. Mais c'est irréductible, hein. Il faut accepter cette part de mystère. C'est-à-dire qu'on ne contrôle moins. Déjà, quand on parle avec des gens, on ne contrôle pas totalement notre communication. C'est-à-dire ce que je dis, je ne suis pas sûr qu'il va être bien reçu par les autres. Mais a fortiori, dans un environnement multiculturel, on peut avoir je dirais, des incompréhensions, des malentendus. Et ce qu'il faut, c'est être capable d'être vigilant là-dessus, humble, et remettre toujours enfin, travailler sans arrêt à ça, mais en n'ayant jamais l'idée qu'on puisse évacuer cette différence culturelle. Elle restera présente tout le temps et il faut vivre avec plus que vouloir s'en défaire. Merci. Je vais laisser d'autres s'ils ont des questions, mais j'avais une autre remarque. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir, dire quelque chose ou poser des questions? Je ne sais pas. Oui, je veux bien. Oui. Rebonsoir à tous. Je rebondis un petit peu sur ce que dit Eva, qui je trouve a eu effectivement, dans ce qu'elle a dit, c'est totalement, enfin voilà, très juste. Par rapport à ce que vous avez présenté ce soir, moi je retrouve beaucoup de programmation neurolinguistique qui est basée donc sur tout ce qu'on a évoqué en fait ce soir et également sur le langage corporel, puisqu'on sait que quand on parle, quand on échange avec quelqu'un, certes il y a des mots, mais il y a aussi l'attitude qui va avec. Alors d'aujourd'hui, je travaille ça avec des chevaux. Voilà. Donc, ça peut susciter des questions. Pourquoi le cheval? Et en fait, on